est reprise du coup dans cette séance. Voilà, deuxième partie de la séance. Nous étions à la fin d'un paragraphe où Seth nous donnait des définitions de l'âme, en tout cas ce que l'âme n'était pas, ou en tout cas expliquait le fait qu'en tant qu'être humain limité, mais sans critique, dans notre conception de la réalité au sens large, nous avions également du coup une conception limitée de la notion d'âme. Et il enchaîne donc dans le paragraphe suivant, il est 21h25 de leur côté. Même le moi mortel, dit-il, est pourtant bien plus merveilleux, bien plus miraculeux que vous ne le percevez. Le moi mortel, donc nous en tant qu'être humain, ce qu'on perçoit de nous. Il dit qu'il est bien plus merveilleux et bien plus miraculeux que ce que vous pouvez le percevoir de lui. Point virgule. Il possède beaucoup plus de capacités que vous ne lui en accordez. Donc juste pour dire que oui, nous sommes déjà plus grands que ce qu'on pense puisque nous appartenons à une entité. Nous, en tant que moi mortel, nous sommes juste une petite partie de cette entité, mais déjà, ce moi mortel est beaucoup plus complexe et plus complet et a plus de capacités que ce qu'on lui accorde, en fait, ce que l'ego autorise notre moi à faire. C'est déjà là-dessus sur lequel Seth insiste. Vous ne comprenez pas encore la nature véritable de la perception, même en ce qui concerne le moi mortel. La notion de perception, je ne sais plus si c'est déjà... Oui, je crois que c'était dans les chapitres avant, on en avait déjà parlé. La perception, en fait, c'est l'inverse de ce que l'on pense. Nous, on a l'impression que les objets autour de nous nous envoient une image, alors, sous les 5 sens, et que c'est ce que l'on perçoit. Donc c'est un mouvement plutôt de l'extérieur vers l'intérieur. Seth nous dit étonnamment que c'est l'inverse. Nous construisons la réalité, donc nous projetons, à partir de ce que l'on en pense, de l'intérieur, le camouflage, il appelle ça, voilà, comment on appelle ça, oui, le camouflage physique, donc tout ce que l'on voit, en fait, la nuance de couleur, la forme exacte, etc., c'est nous qui le créons sur tous les objets qui sont autour de nous, qui existent en tant que tels. C'est-à-dire, il y a une information, ici, il y a un objet, il y a une information, mais c'est comme si on était dans la matrice, c'était des chiffres verts, un petit peu, et nous projetons la vraie perception, nous, qu'on en a, physique. Donc déjà, cette perception, il nous dit, on ne comprend pas la vraie nature de la perception, puisque on perçoit l'inverse, tel que Seth le décrit en tout cas. Donc vous ne comprenez pas encore la nature véritable de la perception, même en ce qui concerne le moi mortel. Et vous ne pouvez donc pas vraiment comprendre les perceptions de l'âme. Moi, si j'ignore déjà comment je perçois, comment est-ce que je pourrais comprendre ce que mon âme plus grande que moi perçoit, dit autrement. Voilà, c'est la question qu'il nous pose, enfin c'est même pas une question, là il nous dit, puisque vous ne comprenez pas à votre échelle, vous ne pouvez pas comprendre à une échelle plus grande. Car avant tout, l'âme perçoit et crée. Avec sa définition de la perception et sa définition de la création. Car avant tout, l'âme perçoit et crée. C'est, alors dans sa définition de l'entité, bien sûr, l'âme, dit-il, sa nature profonde, c'est de créer. Il y a ce côté de création multiforme. Et la perception, les perceptions de l'âme qui perçoit, ça fait partie de ce qu'elle est venue expérimenter. Les expériences qu'elle vit, c'est par sa perception, même si c'est l'inverse de ce qu'on imagine. Mais en tout cas, elle vit des expériences grâce à ses perceptions, donc ce qui compte le plus,
c'est l'émotion, c'est les sensations, plutôt que l'expérience elle-même. Ce qui compte pour une entité, ce ne sont pas les faits, comme nous on dirait on dit voilà, il n'y a que les faits qui comptent. J'ai l'impression que pour notre âme, ce qui compte, c'est avant tout l'émotion qui est vécue. Toutes les sensations perçues à travers une situation. Et il va préciser en disant, rappelez-vous, encore une fois, que vous êtes une âme en ce moment même. Être est souligné. Rappelez-vous encore une fois que vous êtes une âme en ce moment même. L'âme en vous est donc en train de percevoir. Bon, vraiment, le fond du message de Seth, vous êtes plus que ce que vous croyez directement percevoir. Quelque chose à l'intérieur de vous perçoit. Et là, c'est vraiment étonnant. Donc, ça me continue de me donner des éléments pour préparer une vidéo. C'est vraiment le message dans le yoga, les textes du yoga, la partie théorique, on va dire, du yoga. Là encore, les postures, la méditation, la respiration, des choses comme ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg du yoga. Le message fondamental, c'est de dire qu'il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui perçoit à travers nous. Quelque chose d'impalpable qui perçoit à travers nous. Et donc, je suis en train de réfléchir à lister le maximum de points de comparaison, de similitudes, entre ce que Seth explique dans ses théories, dans ses livres, et puis le message que le yoga nous donne. Un message qui a au moins 2000 ans, même ça vient du Veda un peu plus ancien, mais ça a été formalisé beaucoup il y a 2000 ans, puis plus récemment. Donc je suis toujours intrigué de retrouver des éléments vraiment très très proches, alors que ce sont des concepts assez éloignés de nos philosophies occidentales, je dirais, en tout cas dans celles que je connais. L'âme en vous est donc en train de percevoir, en tout cas voilà, un message très fort de la part de Seth. Ces méthodes de perception sont ce qu'elles étaient avant votre naissance physique, et ce qu'elles seront après votre mort. Puisque votre âme est présente avant votre naissance et après votre mort, elle n'a pas changé. Elle a ses propres moyens de perception. Elle perçoit à sa manière. Et ces méthodes de perception, nous dit-il dans cette phrase, sont déjà ce qu'elles étaient avant que vous arriviez. Et elles seront toujours les mêmes une fois que vous serez mort. Or, vous êtes votre âme. Donc, ces méthodes de perception sont présentes en vous. Ces méthodes de perception sont présentes. Qu'est-ce qui vous empêche de vous en servir ? C'est ça, en fait, sur lequel Seth insiste. La partie interne de vous, l'étoffe de l'âme, ne va donc pas brusquement changer ses méthodes de perception ou ses caractéristiques après votre mort physique. La partie interne de vous. Ce qui fait votre fond, votre fonctionnement de base. Si vous reconnaissez en vous une âme, comprenez que cette âme, elle est présente en vous, qu'elle peut donc alimenter ce que vous percevez de la réalité. Mais elle était présente avant votre naissance. Elle a donc des informations d'avant votre naissance. Si c'est avant votre naissance, c'était pas dans ce monde physique. Votre âme possède des informations beaucoup plus larges que ce que vous avez dans votre vie physique. Et elle sera toujours là après votre mort. Elle va continuer à expérimenter, à percevoir la réalité des informations de cette réalité, bien au-delà de vous. Mais votre âme est vous. Vous êtes votre âme. Vous êtes en tout cas une partie de votre âme. Donc cette distinction, c'est juste de savoir qu'est-ce qu'on s'autorise à percevoir de notre âme, puisque nous sommes une partie de notre âme. Nous ne sommes pas toute notre âme.
notre âme expérimente à travers nous une expérience physique. La partie interne de vous, l'étoffe de l'âme, ne va donc pas brusquement changer ses méthodes de perception ou ses caractéristiques après votre mort physique. C'est juste qu'il y a une partie des perceptions qu'elle doit adapter au camouflage physique, qui ne correspondent pas à ce qui est non physique. Elle perçoit des éléments non physiques également. Mais si elle doit percevoir des éléments physiques, elle a besoin d'une interface physique. C'est le corps humain, c'est les 5 sens, c'est le mental, c'est ce qui fait notre moi, avec ces deux parties qui sont en lien, la partie qui est connectée plutôt à notre âme ou à notre entité, et la partie qui est plutôt dans le monde physique, en train d'expérimenter dans ce monde physique. Mais il y a un lien entre ces deux à l'intérieur de nous, entre le moi externe et le moi interne. 7 continue, paragraphe suivant, en disant « Par conséquent, vous pouvez savoir maintenant ce qu'est l'âme. » Par conséquent, là, vous êtes l'âme et vous avez tous ces sens de perception. Vous pouvez donc savoir maintenant ce qu'est l'âme. C'est juste qu'on se l'interdit, qu'on se l'empêche, que nos croyances limitent nos perceptions. Tant qu'on croit qu'on ne peut pas, alors on ne peut pas. Ça c'est vrai, je dirais même pour les développements personnels ou les développements de business ou n'importe quoi. C'est-à-dire, si vous ne croyez pas en vous, il se passera jamais rien. Les gens qui ont une capacité en eux, ils ont une confiance énorme, ils font tout, ils remuent des montagnes, ils font ce qu'ils veulent, et les gens les suivent, ils arrivent à convaincre des gens. Tant que vous avez cette foi en vous, cette croyance, je sais que je peux faire. Je sais que j'ai cette capacité en moi, j'y vais. Eh bien, ça déplace les foules, ça permet de faire réellement les choses. Si vous avez un doute, vous faites les choses qu'à moitié, vous n'avez pas l'énergie, dès qu'il y a un obstacle, vous laissez tomber. Hein. Donc ça, c'est du concret dans notre vie, hein, je trouve, cette phrase-là. Donc par conséquent, vous pouvez savoir maintenant, en mettant l'énergie que vous pouvez, que vous voulez, que vous souhaitez. Seth nous disait, quand on est parlé dans la séance précédente, la plupart de mes lecteurs, page 114, pourraient découvrir par eux-mêmes les caractéristiques de l'âme, on a déjà parlé, pour les découvrir par eux-mêmes s'ils étaient suffisamment motivés, si c'était là leur souci premier. Si vous mettez de l'énergie à faire quelque chose, alors ça va se mettre en place, en tout cas beaucoup plus facilement. Seth nous dit même que vous pouvez y arriver. Ce n'est pas quelque chose qui vous attend à votre mort, continue-t-il. Vous pouvez percevoir tout de suite ce qu'est votre âme, il n'est pas obligatoire d'attendre votre mort, ni quelque chose que vous devez sauver ou racheter. Ce n'est pas quelque chose qui vous... c'est l'âme, la qualité de l'âme. L'âme n'est pas quelque chose qui vous attend à votre mort, ni quelque chose que vous devez sauver ou racheter, ni non plus quelque chose que vous pouvez perdre. Voilà, excusez-moi pour la confusion. Donc c'était la suite de sa phrase précédente par rapport à l'âme. Par conséquent, vous pouvez savoir maintenant ce qu'est l'âme. Ce n'est pas quelque chose qui vous attend à votre mort. Tout d'un coup, on meurt, on n'a plus de corps physique, il ne reste plus que l'âme. Non, c'est déjà présent. Ni quelque chose que vous devez sauver ou racheter. Notre âme est ce qu'elle est en permanence. Nous expérimentons une partie de notre âme ou entité. Il n'y a rien à racheter, à sauver, on expérimente. C'est juste que si l'expérimentation n'est pas ce que l'âme recherchait au départ, peut-être qu'elle va recréer une nouvelle vie. C'est peut-être ça en fait la notion de, je dirais un peu, j'en avais déjà parlé une fois, un peu d'échec dans la vie. C'est que l'âme est venue pour expérimenter quelque chose, donc elle a créé tout un contexte. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je reviens pas dessus. Si vous comprenez pas, enfin si c'est un peu rapide pour vous, du coup revenez sur des séances précédentes éventuellement pour voir ça. Quand elle crée sa vie, c'est une expérience qu'elle veut expérimenter dans un contexte particulier.
Si l'expérience au final n'arrive pas, elle a toujours deux choix, elle en a même plusieurs, parce qu'elle a au moins un troisième choix qui va être de refaire sa vie, c'est-à-dire de réécrire la vie qu'elle vient de vivre. Le temps n'existant pas, elle a la capacité de refaire toute la vie, la même vie exactement, et de réécrire des passages donc qui vont, avec l'effet papillon, un peu chambouler toute sa vie. Une autre option, c'est de dire tant pis, j'ai expérimenté autre chose. Soit j'arrête là, soit je fais une autre expérience, mais qui n'a plus de rapport avec ce que je voulais vivre dans cette vie-là. Soit je vais refaire une vie assez proche, mais je vais corriger 2-3 paramètres pour être sûr de vivre l'expérience que je voulais expérimenter au départ. Hein, tout dépend en fait quelque part de sa curiosité à notre entité. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment expérimenter? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Est-ce que ça lui va ou pas en termes d'émotion? Finalement, waouh, j'ai eu telle émotion, je m'y attendais pas. Mais ok, ça me va, c'est super. Donc voilà, il n'y a rien à sauver ou à racheter, en tout cas, il nous dit, ni non plus quelque chose que vous pouvez perdre. On ne peut pas perdre son âme. C'est nous. On ne peut pas le perdre. Si on perd son âme, nous ne sommes plus nous. Or, l'âme est éternelle, donc nous ne pouvons pas perdre l'âme. Il dit d'ailleurs l'expression « perdre son âme » ou « sauver son âme » résulte d'une grossière erreur d'interprétation. Elle est inappropriée car l'âme est la partie de vous-même qui est tout à fait indestructible. Donc là, c'est très très clair. Et c'est une grande différence dans ce que j'ai compris avec les religions notamment. Je relis quand même, voilà, y compris la phrase précédente, ça me semble important. Donc l'âme n'est pas quelque chose qui vous attend à votre mort, ni quelque chose que vous devez sauver ou racheter, ni non plus quelque chose que vous pouvez perdre. L'expression perdre son âme ou sauver son âme résulte d'une grossière erreur d'interprétation. Elle est inappropriée, car l'âme est la partie de vous-même qui est tout à fait indestructible. C'est juste qu'on inverse. On croit que nous, notre partie visible, est là en priorité, c'est ce qui est unique, et qu'on a une âme éventuellement, avec donc qu'on peut perdre, qu'on peut vendre, qu'on peut donner, qu'on peut racheter, qu'il faut sauver, qu'il faut, etc., selon ce que l'on croit. Alors que ce serait exactement l'inverse. Nous sommes une entité plutôt, si on utilise le mot que Seth préfère, qui vient expérimenter une expérience. Donc nous, ça enlève un petit peu de poids aussi sur nos épaules. C'est un peu moins grave ce qu'on est en train de vivre, parce que si on rate, entre guillemets, notre vie, l'entité peut choisir d'en vivre une autre. C'est juste qu'au bout d'un moment, si on a envie d'arrêter ces cycles de réincarnation, il y a quand même quelque chose à comprendre, au moins comprendre que nous avons une âme, que nous sommes venus expérimenter quelque chose, et que on peut arrêter l'expérience physique à partir du moment où on a un peu réglé toutes les questions en cours, on part apaisé, on n'est plus attaché à cette réalité. Si au moment de notre mort, on se dit « Ah mais non, j'ai encore des enfants. Ah mais non, j'ai pas gagné assez d'argent. Ah mais il manque ça. Ah mais j'ai envie de... Avec quoi j'ai envie de partir? Il me faut un objet physique. » On va retourner dans la réalité physique. On s'est pas détaché de la réalité physique. On n'a pas compris qu'on était autre chose. Que nous, réellement, notre expérience n'est pas la réalité physique. Qui nous sommes fondamentalement, ce n'est pas dans la réalité physique que ça se passe. C'est dans toutes les réalités, mais donc l'expérience physique, c'est une parmi des millions d'autres, j'en sais rien. Donc, l'idée quand même est d'évoluer, de grandir. Donc quand on parle de spiritualité, moi j'entends plutôt ce côté-là. De grandir en ayant du coup au final un certain détachement par rapport à la réalité, en disant c'est une expérience, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre à mon sens, et maintenant en tant qu'entité je souhaite passer à une étape d'exploration différente. L'âme est la partie de vous-même qui est tout à fait indestructible, elle est là avant notre naissance, elle sera là après notre mort effectivement. Oui, bien sûr, parce que c'est nous. C'est ce que nous sommes avant tout.
Pour terminer ce paragraphe, Seth conclut en disant « Nous entrerons dans ce sujet particulier dans la partie du livre consacrée à la religion et au concept de Dieu. » Oui, je crois que c'est dans le tome 2, mais bon, on y reviendra en temps utile. Paragraphe suivant. La personnalité que vous connaissez, cette partie de vous que vous considérez comme la plus précieuse, la plus unique, ne sera, elle non plus, jamais détruite ni perdue. Ah, ça, c'est une information relativement nouvelle. Même qui vous êtes, qui allez mourir, qui êtes né, vous voyez un début, vous voyez une fin. Seth affirme dans cette phrase qu'elle ne sera jamais détruite ni perdue. Elle existe, le temps n'existant pas, elle existe, elle continue à expérimenter. La personnalité que vous connaissez, cette partie de vous que vous considérez comme la plus précieuse, la plus unique, ne sera elle non plus jamais détruite ni perdue. C'est une partie de l'âme, nous dit Seth. C'est une partie, donc elle existe. L'expérience que nous en percevons, avec le fait qu'à la naissance il y a quelque chose qui apparaît à nos yeux, à nos sens, qui va vivre toute une vie et qui va à un moment donné disparaître de notre vue, de nos sens, qui laisse donc penser qu'il y a un début et une fin. Seth nous dit qu'en fait, cette partie-là, il y a une composante physique qui est liée aux règles de la réalité physique, mais malgré tout, ce ne sera jamais perdu, ce ne sera jamais détruit, ça ne va jamais disparaître. Puisque le temps n'existe pas, cette tranche de vie, qu'on peut d'ailleurs réécrire, est présente, existe pour l'éternité. À partir du moment où la personnalité existe, a fait sa vie, d'une manière ou d'une autre, elle existe et elle nourrit l'entité de son expérience. C'est une partie de l'âme. Votre personnalité ne sera pas avalée par l'âme, ni effacée ou assujettie par elle. C'est une partie de l'âme, mais une partie plus ou moins indépendante. Votre personnalité ne sera pas avalée par l'âme, ni effacée ou assujettie par elle. Point virgule. Elle ne pourra pas non plus en être séparée. Il y a un lien. Elle peut être plus ou moins autonome, mais il y a un lien permanent. Notre entité est liée à nous, quoi qu'il arrive. Mais néanmoins, elle ne constitue qu'un aspect de votre âme. Vous n'êtes pas toute votre âme. Votre personnalité est un aspect de votre âme. Votre individualité, continue-t-il, quelle que soit la manière dont vous voulez la penser, continue à exister selon vos termes. Elle existe, elle a une réalité. Au-delà de la mort et avant la naissance, elle a une réalité, une existence propre. Une partie de l'âme, un aspect qui n'est pas séparé, qui ne va pas être englouti, effacé par l'âme. Elle reste à part. Et ça, c'est un concept qui est vraiment très important. C'est pour ça que le schéma que je propose souvent il est faux quelque part, mais le schéma avec une sorte de sphère, voilà, une entité, et qui a des tentacules avec chacune des personnalités, c'est pour essayer de représenter le fait, maladroitement, à ma manière, qu'il y a cette âme ou entité globale, et l'âme et l'entité, c'est l'ensemble, y compris avec les diverticules et les petites pattes,
Je le remettrai, il doit être stocké quelque part sur mon ordinateur, donc je le remettrai là, à l'écran pendant ce temps-là, pendant que j'en parle. Et donc chaque personnalité est un aspect effectivement de l'entité. C'est une petite partie, un point de vue sur l'entité globale, une expérimentation parmi d'autres. Ça vaut ce que ça vaut cette image, mais il y a quand même la globalité et quelque chose qui est relié. Une sous-partie. Alors peut-être de faire juste un petit rond dedans, ça pourrait suffire. Là, ce que j'aimais représenter en même temps avec l'espèce de tentacule, c'est qu'il y a cet axe de communication avec le moi interne qui fait le lien. L'entité fait le lien jusqu'au moi interne de la personnalité qui peut faire le lien jusqu'au moi externe. Et donc, c'est cette notion d'interface. Votre individualité, quelle que soit la manière dont vous voulez la penser, continue à exister selon vos termes. Ça, c'est vraiment un concept qui est très très fort dans ce que Seth nous explique. Et là, il continue dans le paragraphe suivant. Il dit « Votre individualité continue à grandir et à se développer. » Donc, c'est-à-dire, même après la mort, c'est ce que je comprends, même après la mort, votre individualité continue à grandir et à se développer. Mais sa croissance et son développement dépendent largement de sa capacité à comprendre que tout en étant distincte et individuelle, elle n'est que l'une des manifestations de l'âme. Cette capacité à grandir, à se développer, dépend largement de sa capacité à comprendre déjà qu'elle fait partie d'un tout. Elle a beau être distincte et individuelle, elle est une des manifestations de quelque chose auquel elle appartient. Et c'est en permanence cette double définition, quelque part, qui est importante. La personnalité, on peut l'appeler en tant que personnalité, on peut l'identifier, on peut comprendre ses caractéristiques propres, on peut essayer de comprendre qui on est, quelque part. Le contexte, les caractéristiques, etc. Et ça fait partie aussi du cheminement dans notre vie, de comprendre déjà qui nous sommes, comment je fonctionne, pourquoi je fonctionne comme ça, quelle est ma psychologie. Qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais ? Parce que j'ai des croyances, parce que j'ai un fonctionnement, parce que j'ai vécu des choses qui ont inscrit un fonctionnement en moi, que après je vais reproduire par similitude, comme j'en parlais dans le début de cette séance. Voilà, je me suis construit. Et en même temps, je suis en permanence relié à une grande entité, à un grand moi. Et c'est parce que je comprends ça que je peux continuer en autonomie, le plus possible, à me développer, croître et développer. Dans la mesure, dit-il, où elle le comprend, où cette individualité, comprend qu'elle est une des manifestations de l'âme. Elle apprend à déployer sa créativité et à utiliser les capacités intrinsèques qui reposent en elle. De savoir que nous sommes plus grands nous aide à déployer des capacités plus grandes. Nous conforte dans le fait que nous sommes beaucoup plus que ce que nous pensons être. Seth nous parlait plusieurs fois de retrouver la vitalité de notre entité en nous. De laisser circuler, en tout cas de contacter cette vitalité, cette force. Votre entité, dit-il, est la plus puissante des unités de conscience dans tout l'univers connu. Nous pouvons nous relier à cette puissance. C'est ça qui nous donne la force aussi de continuer, d'explorer, de grandir, de ne pas se reposer sur nos lauriers, de ne pas se limiter à ce qu'on vit dans cette vie-là, de comprendre qu'il y a toujours plus à explorer, toujours plus. En tout cas, notre entité
explore toujours plus, crée et perçoit, la création et la perception en permanence. Comme nous sommes une partie d'elle, nous avons aussi cette envie en nous. Je relis peut-être, voilà, juste là c'est un paragraphe qui définit, nous, notre individualité. Votre individualité continue à grandir et à se développer, mais sa croissance et son développement dépendent largement de sa capacité à comprendre que tout en étant distincte et individuelle, elle n'est que l'une des manifestations de l'âme. Dans la mesure où elle le comprend, elle apprend à déployer sa créativité et à utiliser les capacités intrinsèques qui reposent en elle. Donc on devient plus grand à savoir que l'on est plus grand. Il serait malheureusement beaucoup plus facile de vous dire que votre individualité continue à exister et de s'en tenir là. Point. Cela ferait une parabole passable et qui a déjà été contée de cette manière, mais la simplicité même de ce conte comporte des dangers. Voilà. 7 qui continue à définir ce qu'est l'entité pour lui, et donc les limites de ce qu'on entend par âme. Il serait malheureusement beaucoup plus facile de vous dire que votre individualité continue à exister, donc après la mort, et de s'en tenir là. Il dit « Cela ferait une parabole passable et qui a déjà été contée de cette manière, mais la simplicité même de ce conte comporte des dangers. » Donc ce n'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste à votre mort, votre personnalité est toujours là. Elle continue à vivre, elle est toujours présente. C'est plus complexe que ça, nous dit Seth. La vérité, continue-t-il, est que la personnalité que vous êtes maintenant, celle que vous avez été et celle que vous serez, selon votre compréhension du temps, toutes ces personnalités sont des manifestations de l'âme, de votre âme. Seth nous redit une nouvelle fois que le temps est une création de cette réalité physique, que nous en avons besoin pour comprendre tous les événements qui se passent, pour les distinguer les uns des autres. Nous avons une ligne de temps qui se déroule pour pouvoir mettre les événements les uns après les autres, que ça devienne intelligible pour nous, et pas tout en même temps, parce que nous n'avons pas cette capacité, avec un cerveau physique en tout cas, d'accueillir toutes ces informations. Comme nous sommes à un niveau inconscient, le moi interne, a priori, tout est compris ensemble, c'est pour ça qu'il dit « le temps n'existe pas ». Et là, c'est une autre façon de le dire. La vérité est que la personnalité que vous êtes maintenant, présent, celle que vous avez été, passée, et celle que vous serez, future, selon votre compréhension du temps, eh bien tout ça, toutes ces personnalités, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous êtes, tout ce que vous vivrez, sont des manifestations de l'âme, de votre âme. C'est donc des facettes différentes. Donc c'est pour ça que tout existe, avec éventuellement des futurs probables et des passés probables, qu'on peut réécrire, le passé et le futur qu'on peut réécrire. Mais tout ça ne sont que des variantes, des points de vue, des qu'est-ce qu'il dit, des manifestations particulières. Juste avant, qu'est-ce qu'il disait, un aspect de votre âme, hein. Une expérience parmi d'autres, mais qui reste une expérience. L'expérience, elle est là, dans toute sa complexité, elle est présente. Peut-être, oui, je vais quand même, voilà, continuer un petit peu sur le paragraphe suivant. Là, c'était la fin d'un paragraphe, page 118. Il est désormais 21h42 dans leur session, pardon. Et Seth continue un nouveau paragraphe en disant « Par conséquent, votre âme, l'âme que vous êtes. » Donc effectivement, votre âme, on a encore l'idée de dire « votre âme, c'est quelque chose qui vous appartient. » L'âme que vous êtes,
l'âme dont vous êtes une partie. C'est peut-être une meilleure définition. C'est plus clair. Par conséquent, l'âme dont vous êtes une partie est un phénomène bien plus créatif et bien plus miraculeux que vous ne le supposez. Voilà, c'est juste pour continuer à affirmer qu'il y a des définitions de l'âme, ce qu'on peut avoir en tête, et qu'en fait, les concepts sont limités à notre compréhension du monde, et que l'âme ou l'entité, telle que Seth préfère l'appeler, est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser au départ. Un phénomène, dit-il, bien plus créatif et bien plus miraculeux que vous ne le supposez. Et, continue-t-il, comme je l'ai dit précédemment, si l'on ne comprend pas parfaitement ce concept, et si on l'affaiblit par facilité, on ne peut pas comprendre l'intense vitalité de l'âme. Il y a besoin, Seth nous le dit depuis le début du livre, de comprendre certains éléments, et là il est important de comprendre parfaitement le concept de cette âme globale et que nous sommes juste une facette. Nous en faisons partie et nous sommes en même temps individuels. Et que ça va grandir en permanence et que c'est présent tout le temps. Et que comme notre âme est éternelle, nous sommes éternels. Notre individualité, notre moi, je suis éternel également. Dans une certaine définition qui n'est pas celle de la réalité physique. Puisque nous voyons la mort comme une fin, un passage vers autre chose. Donc c'est l'inverse de l'éternité. Or, notre expérience, notre individualité va continuer éternellement à expérimenter avec ce qu'elle a prévu, avec tout son contexte. Et si on ne comprend pas parfaitement ce concept, si on l'affaiblit par facilité, Seth nous dit qu'à ce moment-là, on ne peut pas comprendre l'intense vitalité de l'âme. On ne peut pas comprendre vraiment cette puissance, cette force qui est dans l'âme, dans l'entité. On ne peut pas comprendre le concept entier de ce qu'est l'âme. Voilà, en tout cas pour cette suite de chapitres où Seth continue donc petit à petit, phrase par phrase, à clarifier des choses, à dire ce n'est pas ça, c'est plutôt comme ça, à repréciser que nous n'avons pas une âme, mais nous sommes une âme, nous appartenons en tout cas à une âme plus grande. Tous ces concepts-là qui sont quand même assez nouveaux. Et nous continuons, là nous sommes au milieu d'un paragraphe, mais je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, pour cette séance. Nous reprenons donc, voilà, au milieu de ce paragraphe, page 118, dès la prochaine fois. Merci encore pour votre attention et à très bientôt du coup pour la suite.